Tu as fait quoi? Ma voix s'est brisée et j'ai regardé Carole à travers la table de la cuisine, l'estomac noué. Elle n'a même pas bronché. Ses ongles manucurés tapaient en rythme sur la tasse de café qu'elle tenait, son expression était calme, trop calme. Je l'ai utilisé pour le mariage, a-t-elle dit, haussant les épaules comme si nous parlions de monnaie. Luc avait besoin d'aide pour payer les frais et c'était l'argent de la famille. Tu t'en remettras. L'argent de la famille, répliquai-je en haussant le ton. C'était mon argent. J'ai travaillé 2 ans comme serveur pour économiser pour l'université, Carole. Tu as dit que tu l'investirais pour moi.et c'est ce que j'ai fait, dit-elle, le ton plus vif maintenant. Je l'ai investi dans quelque chose d'important. Le mariage de ton frère. Son fils. Pas mon frère. Luc ne faisait même pas semblant de se soucier des retombées. Pour lui, le mariage de ses rêves. Avec son lieu extravagant et ses compositions florales qui coûtaient probablement plus cher que mes frais de scolarité, avait bien plus de valeur que tout ce que j'aurais pu planifier pour moi-même. Mon sang n'a fait qu'un tour. Mais avant que je puisse répondre, mon père est entré dans la pièce, un café à la main. Qu'est-ce que c'est que ces cris? Demanda-t-il, ses yeux passant d'une personne à l'autre. Demande à Carole, ai-je répondu. Elle a dépensé mes économies pour le mariage de Luc. Je m'appelle Emma Williams et j'ai 19 ans. D'aussi loin que je me souvienne, ma belle-mère, Carole, a toujours été la force dominante dans notre maison. Ma mère est décédée quand j'avais 10 ans, et quand mon père s'est remarié, j'avais désespérément besoin d'une certaine normalité. Mais Carole a très vite fait comprendre que ses priorités étaient son fils biologique, Luc, et elle-même. Je suis devenue un élément secondaire, quelqu'un à qui l'on fait un clin d'œil pendant le dîner. Mais qui ne vaut pas la peine que l'on s'investisse pour lui. Lorsque j'ai obtenu mon premier emploi à 16 ans, j'ai commencé à épargner immédiatement. Chaque pourboire, chaque quart de travail supplémentaire, était versé à mon fonds d'études. Je voulais aller dans une université locale pour étudier les soins infirmiers, un rêve que ma mère avait partagé avec moi. Carole a toujours parlé de responsabilité financière, alors quand elle m'a suggéré de la laisser investir mes économies pour les faire fructifier, je l'ai cru. Je pensais pouvoir lui faire confiance. J'avais tort. Je ne comprends pas, dit mon père en se grattant la tête alors que Carole passe devant lui, manifestement au bout de la conversation. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je ne le savais pas jusqu'à maintenant, dis-je, la voix tremblante. Elle a dit qu'elle investirait l'argent pour moi, mais elle a tout dépensé pour le mariage de Luc. Il a froncé les sourcils. Mais je pouvais lire le conflit dans ses yeux. Il détestait la confrontation et Carole le savait. Je suis sûr qu'il y a eu un malentendu, dit-il faiblement. Laisse-moi lui parler. Un malentendu, dis-je en haussant le ton. Papa, elle l'a admis. Elle ne pense même pas avoir fait quelque chose de mal. Mon père n'avait pas de réponse. Il a marmonné quelque chose comme quoi il devait aller travailler et a disparu à l'étage, me laissant seul dans la cuisine avec le poids de la trahison de ma belle-mère qui m'oppressait. Elle m'avait volé mon avenir, et mon père était trop veule pour lui tenir tête. Cette nuit-là, alors que je me couchais en regardant le plafond, ma colère s'est transformée en détermination. Je n'allais pas la laisser s'en tirer comme ça. Cet argent était à moi, et si mon père ne se battait pas pour moi, je me battrais pour moi. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat local dont j'avais trouvé le nom sur un prospectus à la bibliothèque. J'ai besoin de savoir si je peux faire quelque chose, lui ai-je dit en lui expliquant la situation. Ce sont mes économies. J'ai travaillé pour cela. Puis-je les récupérer? C'est possible, a-t-il répondu. Sa voix était calme et professionnelle. Si vous pouvez prouver que l'argent vous appartenait et qu'elle l'a utilisé sans votre consentement, vous avez une chance. Mais ce ne sera pas facile. Êtes-vous prêt à aller au tribunal? J'ai hésité. Poursuivre ma belle-mère en justice me paraissait radical. Mais quel choix avais-je? Carole n'allait pas admettre qu'elle avait tort, et mon père n'allait manifestement pas intervenir. Oui, dis-je fermement. Je suis prête. Quand j'ai parlé à mon père du procès, il a été horrifié.
Emma, veux-tu vraiment faire ça, demanda-t-il en faisant les 100 pas dans le salon. Cela ne fera qu'accroître les tensions au sein de la famille. Elle a déjà causé des tensions. Répondis-je. Papa, elle m'a volé. Il ne s'agit pas de la famille. Il s'agit de ce qui est juste. Ses épaules se sont affaissées. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait se ranger de mon côté. Mais Carole est entrée, son visage n'était plus qu'un masque d'irritation. Alors, quel est le plan, Emma? Ricana-t-elle. Tu vas traîner ta famille dans la boue pour quelques milliers de dollars? Vraiment mature, il ne s'agit pas seulement de quelques milliers de dollars, dis-je, la voix tremblante mais ferme. Il s'agit de mon avenir, et je ne te laisserai pas me l'enlever. Ses lèvres se sont retroussées en un sourire narquois. Fais ce que tu as à faire, ma chérie. Tu ne gagneras pas. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Carole pensait pouvoir m'intimider pour me faire reculer, mais elle avait sous-estimé jusqu'où j'étais prête à aller. Avec l'aide de l'avocat, j'ai intenté une action en justice et j'ai commencé à rassembler des preuves. Des relevés bancaires, des talons de chèque de paie, tout ce qui pouvait prouver que l'argent m'appartenait. Il ne s'agissait plus seulement des 8 000 dollars. Il s'agissait de me défendre, de refuser de laisser quelqu'un d'autre dicter ma valeur. Carole m'avait volé plus que mes économies, elle m'avait volé ma confiance. Et j'étais déterminée à la récupérer. En intentant un procès contre Carole, j'ai eu l'impression de m'aventurer en terrain inconnu. Je ne m'attaquais pas seulement à ma belle-mère, mais aussi à l'équilibre fragile de ma famille. Mon père m'évitait plus que jamais, se réfugiant dans son atelier dès que j'étais à la maison. Carole, quant à elle, faisait tout pour me contrarier. Elle laissait des notes passives et agressives sur le réfrigérateur, du genre économiser encore, la 3e fois sera la bonne, ou faisait des commentaires désobligeants lorsque nous nous croisions. Mais elle avait beau insister. Je refusais de bouger. Et la date du procès a été fixée à 3 mois plus tard, ce qui m'a donné juste assez de temps pour préparer mon dossier. Mon avocat, M. Peterson, était un homme patient d'une 40aine d'années, spécialisé dans les litiges de faible importance. Nous aurons besoin de plus que votre parole, m'a-t-il dit lors d'un de nos entretiens. L'essentiel est de prouver que l'argent vous appartenait et que Carole l'a utilisé sans votre consentement. Avez-vous des traces de votre épargne ou un accord écrit concernant l'investissement? J'ai des relevés bancaires indiquant les dépôts effectués dans le cadre de mon travail, ai-je répondu en sortant un dossier de mon sac. Et je lui ai écrit une note quand je lui ai donné l'argent, lui demandant de l'investir. Ce n'est pas un accord formel, mais c'est quelque chose. Il acquiesce et feuillette les documents. C'est un bon début. Je vais citer à comparaître ses dossiers financiers. Si elle a dépensé l'argent pour le mariage, cela devrait apparaître dans ses comptes. Les semaines précédant le procès furent tendues. Mon père me parlait à peine. Et quand il le faisait, c'était toujours pour remettre en question ma décision. Emma, dit-il un soir en se tenant maladroitement dans l'embrasure de la porte de ma chambre. Veux-tu vraiment aller jusqu'au bout? Carole est furieuse, et tu sais comment elle est quand elle est en colère. Elle est furieuse parce qu'elle s'est fait prendre, ai-je répondu, sans lever les yeux de mon ordinateur portable. Et oui, papa, je vais aller jusqu'au bout. Elle m'a volé. Et elle soupira lourdement, passant une main dans ses cheveux clairsemés. C'est juste que... je ne veux pas que cela déchire la famille. Je l'ai alors regardé, la colère remontant à la surface. Elle l'a déjà déchiré quand elle a décidé que je ne comptais pas, papa. Ce n'est pas ma faute, c'est la sienne. Et elle n'a pas eu de réponse à cette question et il est parti sans un mot de plus. Malgré les tensions à la maison. J'ai trouvé du réconfort auprès de mes amis. Ils se sont ralliés à moi, m'aidant à rester concentré lorsque le doute s'insinuait. Tu fais ce qu'il faut, m'a dit ma meilleure amie Lily lors d'une de nos sorties nocturnes autour d'un café. Elle n'avait pas le droit de prendre ton argent et elle mérite d'en subir les conséquences. Et si je perds? Ai-je demandé, exprimant la peur qui me rongeait depuis le début. Et si le tribunal lui donne raison? Tu ne perdras pas, dit Lily avec fermeté. Tu as travaillé trop dur pour cela, et même si ça ne va pas dans ton sens, tu te défends.
C'est ce qui compte. Ces paroles m'ont donné de la force les jours où le poids de tout cela me semblait insupportable. Le procès ne concernait plus seulement les $8000. Il s'agissait de récupérer ma voix et de prouver que je ne serais pas réduite au silence ou négligée. À l'approche de la date du procès, mon avocat a découvert une piste surprenante. Parmi les documents financiers qu'il a cités à comparaître, il y avait des incohérences dans les dépenses de Carole. Des retraits importants avaient été effectués sur un compte commun qu'elle partageait avec mon père, mais l'argent n'avait pas été utilisé uniquement pour le mariage de Luc. Et il semble que Carole ait versé de l'argent sur un compte personnel pendant des années, l'utilisant pour des articles de luxe et des voyages dont mon père n'était pas au courant. Cela change la donne, a déclaré M. Peterson lors de notre dernière réunion avant le procès. Il ne s'agit plus seulement de vos économies. Si nous présentons cette preuve, elle pourrait mettre en évidence un modèle de mauvaise gestion financière. Cette révélation m'a laissé pantois. J'avais toujours su que Carole était intéressée, mais là, c'était d'un autre niveau. Je me suis demandé si je devais inclure ces nouvelles preuves dans le procès. D'un côté, cela renforçait mon dossier. D'un autre côté, cela risquait d'anéantir mon père. Je ne sais pas si je peux lui faire ça. J'ai avoué à Lily la veille de l'audience. Ça va le briser. Emma? Il mérite de connaître la vérité, dit doucement Lily. Il vit dans son ombre depuis trop longtemps. Peut-être que c'est ce dont il a besoin pour se réveiller. Le matin du procès, j'étais assise dans la salle d'audience avec l'impression de porter le poids du monde sur mes épaules. Carole était assise à l'autre bout de la salle, son avocat lui chuchotant à l'oreille. Elle avait l'air aussi calme et polie que d'habitude, ses cheveux parfaitement coiffés et ses bijoux de luxe la rendaient intouchable. Mon père était assis à côté d'elle, son expression était un mélange de confusion et de malaise. Il ne m'a même pas regardé. Lorsque le juge est entré et que le procès a commencé, je me suis forcée à me concentrer sur les faits. Mon avocat a présenté mes relevés bancaires, la note que j'avais écrite à Carole et les documents montrant ses dépenses extravagantes. Les preuves sont claires, a déclaré M. Peterson en s'adressant à la cour. L'accusé a utilisé les économies de ma cliente sans son consentement, privilégiant ses intérêts personnels au détriment du bien-être de sa belle-fille. L'avocat de Carole a tenté de faire valoir que l'argent lui avait été donné de son plein gré. Mais lorsque M. Peterson a présenté les documents financiers cités à comparaître, la salle d'audience est restée silencieuse. Les retraits sur les comptes de mon père, les achats de luxe, tout était mis à nu. J'ai jeté un coup d'œil à mon père lorsque les preuves ont été lues à haute voix. Son visage a pâli et il s'est adossé à sa chaise, les yeux écarquillés par l'incrédulité. Carole, pour la première fois, avait l'air ébranlée. Lorsque ce fut mon tour de parler, je m'adressai directement au juge. Cet argent était mon avenir, ai-je dit. La voix ferme malgré la boule dans ma gorge. Je faisais confiance à Carole pour m'aider à le faire fructifier, mais au lieu de cela, elle l'a pris pour eux. Elle est le point. Et il ne s'agit pas seulement des $8000, mais du principe. Je mérite la justice et je mérite d'être entendu. En m'asseyant, j'ai ressenti un élan de détermination. Quel que soit le résultat, je savais que j'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour me défendre. Et la tension régnait dans la salle d'audience tandis que le juge se penchait vers l'avant, examinant les preuves présentées par mon avocat. Le poids de ce qui venait d'être révélé, les années pendant lesquelles Carole avait détourné l'argent des comptes de mon père, pesait lourd dans l'air. Pour la première fois depuis le début du procès, Carole semblait vraiment mal à l'aise, son habituel air de supériorité ayant été remplacé par une expression d'inquiétude aux lèvres serrées. Mon père, quant à lui, avait l'air effondré. Madame Williams, dit la juge d'une voix ferme, il est clair, d'après les preuves présentées, que vous avez utilisé les économies de mademoiselle Williams sans son consentement, même si vous prétendez le contraire. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est le modèle de mauvaise gestion financière dont témoignent ces retraits sur les comptes familiaux communs. L'avocat de Carole s'est empressé de répondre, offrant de faibles défenses sur la dynamique familiale et le partage des responsabilités. Mais la juge ne s'est pas laissée influencer.
Elle a brandi les documents financiers comme pour souligner des faits indéniables. Et il ne s'agit pas seulement d'une mauvaise communication ou d'un malentendu. Il s'agit d'un abus de confiance. J'ai jeté un coup d'œil à mon père. Il était assis, rigide, regardant droit devant lui, le visage pâle. Je voyais la trahison s'installer, chaque nouvelle révélation étant plus profonde que la précédente. Lorsque ce fut au tour de Carole de prendre la parole, elle tenta de retrouver son calme. « Votre honneur », commença-t-elle, la voix soigneusement mesurée, « tout cela a été démesuré. J'ai utilisé les économies d'Emma uniquement parce que je pensais que cela profiterait à la famille. Le mariage de mon fils était un événement important et vous avez dépensé $8 000 pour le mariage de votre fils tout en prétendant qu'il s'agissait d'un investissement pour mademoiselle Williams. Le juge l'interrompt brusquement. Et les preuves supplémentaires montrent que vous avez retiré des sommes substantielles pour des dépenses personnelles sans rapport avec le bien-être de la famille. Croyez-vous honnêtement que c'est défendable ? Carole vacille. Pour la première fois, sa façade bien rodée se fissure. Je ne voulais pas que, assez, dit le juge en lui coupant la parole. Cette affaire ne concerne pas seulement l'argent. Il s'agit de responsabilité, Madame Williams. Et vos actions montrent clairement votre égoïsme et votre mépris pour la confiance qui vous a été accordée. Alors que la juge s'apprêtait à rendre son verdict, mon cœur battait la chamade. Je n'avais pas osé espérer un tel niveau de validation, mais il me semblait désormais à portée de main. Lorsqu'elle a enfin pris la parole, ces mots m'ont fait l'effet d'un poids sur la poitrine. À la lumière des preuves, je me prononce en faveur de la plaignante, Mademoiselle Williams, a déclaré la juge. Il est ordonné à Madame Williams de rembourser les $8 000 dans leur intégralité, avec les intérêts, dans un délai de 60 jours. En outre, je recommande un examen des transactions financières de la défenderesse pour s'assurer qu'aucune autre irrégularité n'a été commise. Un silence s'est installé dans la salle d'audience. Le visage de Carole s'est durci, ses lèvres se pressant en une fine ligne. La tête de mon père s'est enfoncée dans ses mains. Comme si la trahison de sa femme avait enfin pris toute son ampleur. J'ai expiré, soulagé. L'argent lui-même n'était pas la seule victoire, c'était la reconnaissance de ce que j'avais enduré, la validation du fait que je n'étais pas qu'une adolescente stupide et dramatique. On m'avait fait du tort, et maintenant tout le monde le savait. Alors que nous quittions la salle d'audience, Carole m'a jeté un regard noir, sa voix basse et venimeuse sifflait. « Tu vas le regretter, Emma. » Mais je n'ai pas bronché. Pour la première fois depuis des années, je me sentais plus forte qu'elle. Non, Carole, dis-je en croisant son regard. Tu regretteras de m'avoir sous-estimé. Mon père me rattrapa dans le couloir, le visage marqué par l'épuisement et le regret. Emma, commença-t-il, la voix hésitante. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'elle l'était. Tu ne voulais pas savoir, l'interrompis-je. Mon ton était vif. Mais pas méchant. Vous avez détourné le regard parce que c'était plus facile que de l'affronter. Mais c'est ce qui arrive quand on ignore la vérité. Elle a hoché lentement la tête, l'épaule affaissée. Tu as raison. Je t'ai déçu. Et je suis désolée. Ce n'étaient pas les excuses sincères dont j'avais toujours rêvé. Mais c'était un début. Pour la première fois, j'ai vu mon père non pas comme une figure passive qui m'avait laissé tomber, mais comme un homme aux prises avec les conséquences de ses choix. Cela n'a pas excusé ce qui s'était passé, mais cela m'a donné un sentiment d'apaisement auquel je ne m'attendais pas. Lorsque je suis sortie du tribunal, le soleil brillait, le poids du procès était enfin derrière moi. La bataille avait été longue et douloureuse, mais je m'étais défendue et j'avais gagné. Les actes de Carole avaient été révélés pour ce qu'ils étaient, et j'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone, où un texto de Lily s'est affiché. Tu l'as fait. Un verre pour moi ce soir ? En souriant, j'ai répondu. Tout à fait. Le combat n'était pas seulement une question d'argent. Il s'agissait de récupérer mon agence, de me prouver que j'avais la force d'exiger ce que je méritais. Maintenant que le verdict était en ma faveur, je pouvais enfin aller de l'avant. Les jours qui ont suivi le procès m'ont paru surréalistes.
Les 8 000 $ m'appartenaient à nouveau officiellement, mais le fait que Carole se soit pliée à contreséur à l'ordonnance du tribunal montrait clairement que ce n'était pas fini pour elle. Elle rentra chez elle dans un silence glacial, évitant mon père et moi dès que l'occasion se présentait. C'était étrange de la voir si calme, sa domination habituelle remplacée par un ressentiment latent. Mais pour une fois, ce n'était pas elle qui menait la danse. Cela me suffisait. Mon père, quant à lui, semblait perdu. Un soir, je l'ai surpris dans le salon, fixant d'un regard vide une pile de documents financiers de Carole qui avaient été révélés au cours du procès. Elle m'a menti. Il l'a dit doucement, presque pour lui-même, pendant toutes ces années, et je ne l'ai pas vu. Je me suis assise en face de lui, ne sachant que dire. Tu lui as fait confiance, ai-je finalement dit. Ce n'est pas un crime, papa. Mais ignorer ce qu'elle faisait, ça m'a fait mal. Il a alors levé les yeux vers moi, le regard lourd de regret. J'aurais dû te défendre, a-t-il admis. J'aurais dû t'écouter. Pendant un instant, j'ai eu envie de m'emporter, de lui dire exactement combien son silence m'avait coûté. Mais au lieu de cela, j'ai hoché la tête. Tu peux encore le faire, lui ai-je dit, en t'assurant que rien de tel ne se reproduise. Carole a déménagé une semaine plus tard, emportant avec elle son sens de la suffisance. Elle a laissé un petit mot sur le comptoir de la cuisine. Je vous ferai savoir où envoyer le reste de mes affaires. Mon père n'a pas dit grand-chose sur son départ. Mais il y avait un nouveau calme dans la maison que je trouvais réconfortant. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de devoir marcher sur des œufs dans ma propre maison. Luc, comme on pouvait s'y attendre, est resté silencieux. Qu'il ne sache pas comment affronter la vérité des actes de sa mère ou qu'il s'en moque tout simplement. Je n'ai jamais entendu un mot d'excuse de sa part. Une partie de moi voulait tourner la page. Mais une autre partie a réalisé que je n'en avais pas besoin. J'avais mené ma bataille et j'avais gagné. C'était suffisant. Je me suis lancé dans la préparation de l'université. Enfin capable de voir la voie à suivre. Les 8 000 $ n'étaient pas seulement de l'argent. C'était la preuve que j'avais pris mon avenir en main. J'ai commencé à faire des recherches sur les programmes, à comparer les coûts et à trouver le moyen d'optimiser chaque dollar. Pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie enthousiaste, pleine d'espoir. Mon père a proposé son aide. Je ne peux pas rattraper ce qui s'est passé, m'a-t-il dit un soir, alors que je travaillais sur un dossier de candidature. Mais je veux te soutenir du mieux que je peux. J'ai hésité, ne sachant pas si je pouvais faire confiance à son offre après tout ce qui s'était passé. Mais j'ai vu la sincérité sur son visage. Il essayait. Et cela comptait. Merci, papa, ai-je dit, me surprenant moi-même de la sincérité de mon propos. Dans les moments de calme, j'ai réfléchi à ce que le procès m'avait appris, non seulement sur Carole ou sur mon père, mais aussi sur moi-même. J'avais toujours été le plus discret, celui qui évitait les conflits et essayait de maintenir la paix. Mais tenir tête à Carole m'avait montré que j'étais plus forte que je ne l'avais jamais cru. Je n'étais pas seulement la fille qui travaillait la nuit comme serveuse ou la belle-fille oubliée. J'étais quelqu'un qui pouvait exiger ce qu'elle méritait et se battre pour son avenir. Et cet avenir ne faisait que commencer. Quelques mois plus tard, je me tenais à l'extérieur de mon dortoir, fixant les murs de briques rouges qui accueilleraient mon prochain chapitre. Je me sentais surréaliste d'être enfin ici, prête à commencer l'université après tout ce que j'avais vécu. Mon père avait insisté pour m'aider à emménager, et je l'ai laissé faire, même s'il a passé le plus clair de son temps à s'excuser d'avoir transporté des cartons dans le mauvais sens. Pour la première fois depuis longtemps, son énergie nerveuse ne m'irritait pas. Elle me semblait authentique. Vous êtes sûr que vous n'avez besoin de rien d'autre, demanda-t-il pour la 5e fois, en s'approchant de la porte pendant que je déballais mes affaires. Ça va, papa, dis-je en souriant. Merci pour tout. Elle a hésité, puis a hoché la tête. Je suis fière de toi, Emma. Tu as travaillé si dur pour cela. En entendant ces mots, ma poitrine s'est serrée. Il n'effaçait pas le passé, mais il me montrait qu'il essayait. Et cela signifiait quelque chose. En m'installant dans ma nouvelle routine, je me suis rendu compte de tout ce qui avait changé.
L'université était tout ce dont j'avais rêvé, stimulante, passionnante et pleine de possibilités. Chaque cours, chaque conversation avec un professeur ou un camarade me semblait être un pas vers la vie pour laquelle je m'étais battue. Et chaque fois que j'ouvrais un manuel que j'avais acheté avec mon propre argent, je ressentais un élan de fierté. C'était ma réussite. Et personne ne pouvait me l'enlever. À la maison, les choses étaient plus calmes. Carole était partie pour de bon et mon père apprenait lentement à vivre sans elle. Nous n'étions pas aussi proches que je l'aurais espéré, mais nous étions en train de reconstruire quelque chose. Et elle appelait tous les dimanches pour prendre des nouvelles, et j'appréciais son effort plus que je ne l'aurais jamais cru. Quant à Carole et Luc, ils s'effaçaient de ma vie, leur importance diminuant de jour en jour. Je n'avais pas besoin de leur validation et je ne perdais pas de temps à attendre des excuses qui ne viendraient jamais. J'avais déjà obtenu ce dont j'avais besoin, mon indépendance, mon sentiment d'identité et mon avenir. Un week-end, Lily est venue me rendre visite et nous nous sommes assises sur un banc près du campus, buvant un café hors de prix et riant du ridicule de la vie en résidence universitaire. Elle m'a dit en me frappant l'épaule, « Tu es en train de tout déchirer ? Emma, après tout ce qui s'est passé, tu es toujours debout, et pas seulement debout, tu t'épanouis. » Ces mots m'ont marqué. Pendant si longtemps, j'ai été définie par ce que les autres pensaient de moi, l'indifférence de Carole, l'inaction de mon père, et même l'indifférence de Luc. Mais maintenant, pour la première fois, je ne vivais pas dans leur ombre. J'y traçais mon propre chemin, et c'était incroyable. Alors que je rentrais à mon dortoir ce soir-là, le campus bourdonnant de vie autour de moi, j'ai repensé à la fille que j'avais été il y a un an, hésitante, incertaine et trop effrayée pour se défendre. Cette fille n'était plus là. À sa place, il y avait quelqu'un de plus fort, de plus confiant et de prêt à affronter la suite des événements. Ce n'était pas seulement la fin d'un chapitre, c'était le début de quelque chose de nouveau. Ma vie m'appartenait et j'étais enfin prête à la vivre.